On est ici aujourd'hui pour vous présenter les tests UI, comment on les réalise sur Android chez le Leroy de manière simple et efficace. Je m'appelle Simon Lebeau, je suis lead développeur Android chez Le Bon Coin et ça fait 4 ans que j'y suis. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Barbeau, je suis dev Android et je suis au Bon Coin depuis maintenant un an. Donc on va commencer par vous présenter notre CI et comment elle fonctionne. Donc la problématique de cette CI et comment est-ce qu'on la traduit en besoin. Puis on va vous présenter les solutions qu'on a trouvées pour pallier à cette problématique et celles qu'on a choisies. Ensuite, on va vous montrer avec quoi on fait nos tests dans l'application. On vous fera ensuite une petite démo, les prochaines étapes et les questions. Tout d'abord, un mot sur Le Bon Coin. Donc, Le Bon Coin, c'est une entreprise qui met en relation des gens autour de l'échange de biens et de services depuis 2006. Pour y parvenir, on est 700, donc de collaborateurs, dont 7 personnes dans l'équipe Android. L'application a été téléchargée plus de 17 millions de fois et il y a 5 millions d'utilisateurs. Donc cette volumétrie importante nous impose, nous pousse à avoir des tests, cette vision en principe de la qualité. Et donc pour ça, on utilise différents outils pour nous permettre d'assurer cette qualité, dont la chaîne d'intégration. Et cette chaîne d'intégration, c'est Sylvain qui va vous la présenter. Donc, notre chaîne d'intégration. Donc là, vous allez voir un peu pêle-mêle tous les logos de ce qu'on peut retrouver dans notre chaîne d'intégration. Si on les arrange un petit peu, ça ressemble plutôt à ça. Donc à la base, comme un peu partout, on a des développeurs qui génèrent du code. Ce code il est versionné via Git, donc là, pas de surprise. Après, par contre, on a un outil de relecture de code qui s'appelle Gerrit, qui n'est pas forcément ultra utilisé. Combien ici l'utilisent et le connaissent? Ah, quand même quelques-uns, c'est pas mal. C'est un outil qui est réalisé par Google, qui a été utilisé par leur team Android à la base. Donc on peut assimiler ça à du GitHub, sauf que de fonctionner par du pull request, on va fonctionner par des reviews, on va avoir des patchettes et on va faire des reviews de la relecture au niveau des commits, c'est un peu plus grave. Quand un commit arrive en relecture sur Gerrit, on a notre serveur de CI Jenkins qui va être prévenu de ça, qui va réaliser des opérations pour voir si tout va bien. On va avoir des choses que je vais détailler après. Il va aussi avoir des outils pour faire des opérations, on va avoir des choses comme SonarQube pour la partie mesure de qualité de code, mesure de la dette technique, etc. On va avoir OkiApp aussi, par exemple, pour mettre à disposition ce qu'on va réaliser comme travail au service de QA et au product owner. Donc quand Jenkins il va recevoir une notification comme quoi quelque chose est arrivé sur Gerrit en relecture, il va effectuer cette opération et ensuite il va venir voter plus ou moins en fonction du résultat. Plus ça s'est bien passé, tout va bien, la relecture peut être faite. Moins ça s'est pas bien passé, il faut retoucher le commit, de toute façon ça passera pas même si quelqu'un valide la chose. Je vais rentrer un peu dans le détail au niveau de notre Jenkins. On a identifié 3 besoins qu'on a traduits en job. Donc notre premier besoin, ça a été, dès qu'on met quelque chose en lecture de code, on va faire passer une vérification minimale. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'auto-build. Pour ça, c'est bien son nom, ça build automatiquement, il y a un trigger. Donc ça va faire la vérification minimale, donc ça va être le build, est-ce que l'application build toujours, un linter et test unitaire. Si les tests unitaires passent et que ça build OK, on avance. Si ça passe pas, on a un vote négatif et ça avance pas, il faut retoucher. Ensuite, on va avoir quelque chose qui se trigger de manière manuelle, qui va être le delivery, qui est notre livraison. Donc j'ai fait mon travail, je vais le mettre à disposition du service de QA pour des tests end-to-end et pour les product owners pour les tests de recettes. Je vais donc déclencher ce job-là. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est la même chose que l'autobuild, donc build, linter, test unitaire, mais aussi du code coverage et certaines métriques, par exemple la taille de l'APK, le suivi du nombre de méthodes par rapport au multidex, etc. Quand on fait la mise à disposition de l'APK à ce niveau-là, comme je disais juste avant, on a nos QA engineers qui vont aller réaliser des tests end-to-end là-dessus pour voir si tout se passe bien. Enfin, on a un dernier besoin qu'on traduit en job, qui est le release, exactement celui d'avant, sauf que c'est pour la production, donc on va avoir le bon package name, la bonne signature d'APK, les bonnes clés d'API, etc. En soi, ça, c'est pas mal, ça marche bien. Par exemple, en production, aujourd'hui, notre dernière release, elle est à quelque chose comme 99,92 en crash free, c'est pas trop mal pour la qualité. Mais on a repéré qu'on avait quand même un petit trou dans la raquette au niveau de notre travail, c'est que de manière assez régulière, on voit des régressions visuelles passives. Donc je prends l'exemple, je fais un travail, je ne pense pas avoir cassé le UI, tout va bien. Je mets en review, c'est validé, tout va bien, les tests unitaires ne regardent pas forcément cette partie-là, les développeurs n'ont pas vu la chose passer. Je lis, et là j'ai les QA qui viennent me voir en mode « Ah, il y a un truc qui est cassé ». Bon d'accord, je reprends, je corrige, je remets en review, je relis. Potentiellement, c'est le product owner cette fois qui vient me voir en me disant « Ah, là il y a un truc où on n'est pas OK, il y a quelque chose qui a changé, qui n'aurait pas dû ». On voit que c'est assez fastidieux, ça tourne en rond, c'est assez systématique. Donc du coup, on se dit généralement quelque chose de systématique comme ça, on doit pouvoir faire quelque chose de notre côté pour pouvoir tester.
Surtout qu'en plus, ça c'est vachement coûteux et pour le développeur, et pour le service de QA, et pour les product owners. Donc c'est pas top, c'est chronophage pour tout le monde. Donc pour ça, on s'est dit que pour combler le manque, on allait faire des tests d'UI. Donc ça, c'est pas déconnant. À ce moment-là, on s'est dit qu'il va falloir qu'on fasse la liste des besoins pour adresser ce manque. Donc, premièrement, on a besoin de lancer des émulateurs ou d'avoir des vrais devices à disposition pour faire tourner les tests UI. Deuxièmement, on a besoin d'installer les APK, l'APK de base, l'APK de test dessus. Troisièmement, on a besoin d'exécuter les tests. Et quatrièmement, générer des rapports. On va découper ces besoins en deux parties. La première partie, ça va être l'instrumentalisation, donc tout ce qui va être device, émulateur, etc. Et la deuxième partie, ça va être l'orchestration, le fait de jouer les tests et de générer des rapports. Donc, comme Cyril vient de le dire, on a besoin d'adresser deux problématiques. La première problématique, c'est l'instrumentalisation. Et pour ça, on a étudié deux solutions. La première, c'est Android Emulator, qui est un plugin développé par Jenkins. Donc c'est un projet Java qui est open source et il est configurable via Jenkins. Donc ça permet en fait de lancer des émulateurs et de pouvoir après par la suite lancer nos tests. La deuxième solution, c'est Swarmer. Donc c'est une lib développée par Juno, qui est un concurrent d'Uber. C'est écrit en Kotlin, c'est open source. Et comme le plugin Android Jenkins, ça permet de lancer des émulateurs. Une fois qu'on a nos solutions d'instrumentalisation, il a fallu trouver des solutions d'orchestration. Et le premier outil, c'est Spoon, qui est une lib développée par Square, et qui permet donc de lancer nos tests et de faire un rapport à la fin de nos tests pour savoir lesquels sont passés et lesquels ne sont pas passés. Donc c'est une lib qui est écrite majoritairement en HTML et en Java, qui est open source. La deuxième solution, c'est Composer, donc qui fait sensiblement la même chose, à la différence près que donc, ça permet donc de lancer nos batteries de test et de faire un rapport. Et c'est écrit également en Kotlin, et c'est en JS, c'est également open source. Donc parmi toutes ces solutions, il a fallu faire un choix. Et donc ce choix. Alors, la solution retenue, on va dire qu'il y en a deux, parce qu'il y a deux problématiques. Donc au niveau de l'instrumentalisation, on a décidé de garder plutôt Swarmer qu'Android Emulator pour une raison qui est très précise, c'est le bullet point. C'est qu'en fait, Android Emulator aujourd'hui, c'est un plugin de Jenkins. Donc en soi, c'est génial, ça marche, on a l'UI, on n'a même pas à faire de script, c'est plutôt cool. Le contre-coup, c'est que c'est pour Jenkins. Si demain je veux bouger de chaîne de CI, il y a quelque chose de sympa qui sort, je veux aller poker, je veux aller tester, ben je peux pas forcément. Il faut que je trouve un plugin qui marche. Faut que je trouve un plugin. Si on n'a pas, il faut que je le développe. Donc c'est vachement coûteux pour un POC quand même. Si je trouve un plugin, il faut qu'il marche, ou alors que je le comprenne, que je le fasse bien marcher. Si c'est pas le cas, j'ai plus que mes yeux pour pleurer parce qu'il n'y a rien pour m'en sortir. Donc là, le côté LibreOffice, c'est un jar. En bash, j'ai écrit un script, ça me permet de lancer. Toutes les chaînes de CI, généralement, permettent de lancer des scripts SH. Donc il n'y a aucun problème. J'ai fait le travail une fois pour toujours. Je suis tranquille, c'est portable. Ça, c'est le bullet point. Ensuite, un point qui est sympa, c'est que Swarmer, c'est écrit en Kotlin, ça utilise RX. Pour les développeurs Android, aujourd'hui, Kotlin RX, c'est quelque chose auquel on est habitué, c'est un peu notre pain quotidien. Donc au final, le coût de lecture, il est très faible et il n'y a pas vraiment de problématique de compréhension. Si on veut faire des pull requests, si on veut faire des forks, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quand même, moi je trouve, un gros point pour nous de comprendre ce qu'on fait. La seule chose où il y a un petit peu plus de travail, c'est qu'en dessous, Swarmer utilise ADB, AVD Manager. Donc là, si on ne connaît pas, il y a un petit peu plus de boulot, mais il n'y a pas besoin de les comprendre pour s'en servir à la base. Dernier point, qui est un peu plus anecdotique, mais qui a quand même son importance, c'est qu'Android Emulator, il fait plus de choses que Swarmer. Swarmer va gérer juste les émulateurs de manière simple. Donc, EP des émulateurs, les éteindre, s'assurer qu'ils soient bootés, etc. Alors qu'Android Emulator, lui, il va carrément pouvoir faire des monkey test runners. Donc ça, c'est sympa les monkey tests, mais bon, c'est pas forcément le cadre de ce qu'on veut. On veut juste wake up des émulateurs. Et il va aussi permettre d'installer le SDK Android si on ne l'a pas. Sur le papier, c'est cool, sauf que quand il y a un nouveau SDK qui sort, je prends par exemple Android P, et que je veux voir si mon UI elle marche toujours là-dessus, si rien n'est cassé, bah, le petit problème, c'est qu'il faut que j'attende que la personne mette à jour son plugin et le release. Potentiellement, je peux faire une PR, mais encore une fois, il faut qu'il release. Donc je suis assez bloqué. Vous me direz, je pourrais le faire en ligne de commande. Dans ce cas-là, je vais le faire dès le départ en ligne de commande. J'utilise Swarmer pour ce à quoi il sert, gérer les émulateurs, et le reste, je le fais à la main. Donc ça a été notre choix là-dessus. Concernant l'orchestration, on a préféré prendre Composer plutôt que Spoon. Déjà, premier point, c'est que c'est la suite logique de Swarmer, c'est les mêmes gars qui l'ont développé, donc ça s'est pas trop mal marché ensemble. Même point que pour Swarmer, Kotlin et RX, même argument, je vous fais pas le topo. Le point principal pour lequel Composer a été créé, ils le disent très bien sur la page sur leur GitHub, c'est qu'en fait, Spoon c'est nickel, ils aiment bien, etc. La seule problématique, c'est que des fois, il y a des freezes,
des fois il y a des faux positifs, et ça c'est quand même vachement embêtant d'avoir une CI qui n'est pas complètement stable, parce que ça perd un petit peu de son intérêt. Leur but à eux, au-delà d'écrire en Kotlin et d'utiliser du RX, c'était de répondre à cette problématique-là. Donc ça c'est quand même le gros bon point. Un autre point qui est important, c'est que la dernière mise à jour de Spoon, elle date de février 2007, soit plus d'1 an, alors qu'il y a quand même 70 issues ouvertes. Ça montre que le projet est plus forcément très actif, alors que le Composer est 2 fois moins d'issues, et il y a des releases beaucoup plus souvent. Et pour terminer, ça c'est un point qui est assez anecdotique, mais enfin, c'est sympa quand même. On a des rapports qui sont beaucoup plus visibles chez Composer que chez Spoon. Ils le disent sur leur page GitHub, encore une fois, ils ont fait appel à leur équipe front-end pour développer ça, donc c'est assez léché, performant, sympathique. Il y a des search filters, quand on a 1000 tests qui tournent, on n'a pas forcément envie de chercher à la main en scrollant le test qui a foiré. Bah là, on tape le nom du test et hop, c'est plus facile à trouver. Donc là, on vient de faire un peu le point sur la partie instrumentalisation et la partie orchestration. Donc ça marche plutôt bien, ça se goupille bien. Tout ça, le but, c'est de faire tourner des tests UI. On n'a pas encore abordé le point, justement, de comment on écrit nos tests UI. On écrit nos tests UI avec Barista. Donc Barista, qu'est-ce que c'est? C'est une surcouche d'Espresso développée par Chipstead Spain, qui est une filiale du groupe Chipstead, auquel appartient également Le Bon Coin. Un petit mot sur Espresso, donc ça permet en fait de tester notre UI quand on lance le test. Par exemple, si on clique sur un bouton, si on veut vérifier que un bouton de telle couleur ou un texte d'une certaine valeur, ça permet de faire ça. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé ou développé avec Espresso, mais parfois c'est un peu fastidieux, c'est pas forcément facile à retenir la syntaxe. Et c'est là où intervient Barista, parce que ça réduit tout le code verbeux et boilerplate qu'il peut avoir Espresso. Enfin, un petit mot sur la lib, elle est open source, elle est en Java, mais elle est en cours de réécriture en Kotlin. Et l'auteur de la lib est très friand de nouvelles fonctionnalités, donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas. On voit quelques exemples en fait à quoi ressemble Barista. Donc pour ça, j'ai pris un exemple de simple clic avec Espresso. Donc quand on fait un clic avec Espresso, il faut le dire sur la vue qui match avec tel ID, fais-moi un clic. Alors qu'avec Barista, c'est plus simple, c'est sur une seule ligne, c'est Barista, clique-moi sur la vue tel ID. Un autre exemple d'assertion avec Espresso, donc même principe, sur la vue avec qui match avec tel texte, vérifie-moi que c'est bien affiché. Avec Barista, une seule ligne, c'est vérifie-moi que ce texte est bien affiché à l'écran. Un autre exemple un peu plus complexe, c'est par exemple vérifier, faire un clic sur un item dans un adapteur. Avec Espresso, faire Espresso on data, donc non plus on view, dans l'adapteur qui match avec tel ID à la position 1 tel, fais-moi un clic. Avec Espresso, il y a directement une fonction pour ça, c'est fais-moi un clic sur tel item à telle position, tel ID à telle position. Barista permet aussi de faire également des petites fonctionnalités un peu sympas. Par exemple, si on veut vérifier que notre app, quand on clique sur le bouton back, ça fait bien l'application, Barista a une méthode pour ça, et on appelle directement assert that back button et boum, ça nous fait le test. Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante aussi, c'est par exemple quand on veut tester notre UI avec une pop-up de permission. Là, il y a une méthode qui permet automatiquement d'afficher un affiche à pop-up, et Barista permet de automatiquement, en tout cas beaucoup plus facilement que de manière classique, d'autoriser la permission. Donc maintenant, on a vu comment on instrumentalise en orchestre et on fait nos tests d'implication. Donc on va vous faire une petite démo de ce à quoi ça ressemble. Ok, donc pour la démo, je vais vous expliquer un petit peu la cinématique avec laquelle on va observer, parce que c'est pas forcément super lisible avec mon bash à côté. Donc d'un côté, j'ai mis mon bash pour exécuter le script, de l'autre côté, j'aurai l'émulateur. Donc c'est un peu accéléré, ça peut être un peu long. Mon bash, en soi, il fait rien de très spécifique avec de la glue entre les composants qu'on vient de voir. Il utilise Swarmer, il utilise Composer, et il run ma test suite qui est écrite avec justement Barista. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Swarmer, on va upper un émulateur. On va appeler Composer, on va réaliser les tests et générer un rapport. On va rappeler Swarmer pour couper les émulateurs, s'il y en a, donc il y en aura un. Et ensuite, on va regarder les rapports de test. C'est parti. Donc là, je claque mon script SH. On voit Swarmer qui est appelé, qui dit « Ah, pas d'émulateur ». J'en crée un. Donc, il crée un émulateur Pixel API 26. Il le start. Il attend que le boot soit terminé. Sinon, s'il passe la main à un Composer trop vite, pour installer les APK sur quelque chose qui n'a pas booté, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est déjà un point intéressant de Swarmer, c'est qu'il permet de gérer le côté attente que l'émulateur soit up. Généralement, c'est pas forcément très marrant à faire avec ADB. On doit regarder si un device est bien connecté de manière régulière et nous abstrait ça.
Ensuite, on a Composer qui arrive, qui regarde, qui voit donc 2 APK installés. Il commence à installer la première APK. Ensuite, il installe la deuxième. Il dit ok, c'est bon, j'ai fait le boulot. Je vais starter les tests. Donc là, on va avoir les tests qui vont commencer. On va avoir à peu près une trentaine de tests. J'ai volontairement laissé le dernier en fail pour montrer un petit truc intéressant. Je pense, pour la plupart, vous devez connaître le concept de flaky test. C'est quand on a un test qui est un peu instable, qui passe une fois sur X. Dans du unit, on peut les exploiter à travers Barista. Là, on a exploité, on dit si un test spécifique pète X fois, alors on considère qu'il est fail, sinon avant on considère pas qu'il est fail et on retry. Donc là, je vais avoir une petite trentaine de tests. Ils vont tous passer sauf le dernier. C'est efficace Barista, ça ne run pas non plus aussi vite, hein. On peut se mentir. Ça vend du rêve. Si ça marchait aussi vite, on serait tous dessus, je pense. Donc là, on a accéléré un peu l'affaire. 21, 22, 23, 24, 25, 26, et hop. Donc là, on arrive au test, on va volontairement faire cracher la chose. Donc là, hop, on arrive ici, je crache une fois, pas de ligne dans mon bash. Je réessaye, je crache une deuxième fois, une ligne dans mon bash. Oups. Un peu trop rapide dans le bash. Hop, on relance la chose, donc là, hop, crash, tac, hop, recrash. Voilà. Donc là, on a vu que Swarmer a terminé. Il dit... Enfin, le Composer a terminé, il dit c'est bon, j'ai fini mes tests, je build mon rapport, hop, je passe la main Swarmer, hop, j'arrête les émulateurs. T'es là, hop, on va y arriver. Donc là, je vais le laisser runner cette fois. Donc là, on va ouvrir à la fin, on va ouvrir le rapport, on va voir que ça ressemble pas mal à Spoon. On va descendre en bas où il y a mon test fail, on va cliquer dessus, on va voir qu'il y a mon logcat très rapidement, je ne l'ai pas beaucoup filmé, et il y a des screenshots que je peux prendre pour montrer que quand je fais des assertions, ça marche pas, je prends des screenshots pour regarder comment ça se passe. Voilà pour la démo. Ensuite, quelles seraient les prochaines étapes? Ça serait bloquer des API, parce qu'actuellement en fait on passe par des requêtes HTTP, mais l'idéal ça serait en fait de rester au sein de l'application et de ne pas sortir du serveur et donc de bloquer des API. Après, ça serait d'étudier Android Test Orchestrator, parce qu'en fait quand on a commencé à implémenter cette solution, Android Test Orchestrator n'existait pas, et ça serait une bonne alternative à Composer, donc ça serait une solution à étudier, pourquoi pas remplacer. Ensuite, on pourrait implémenter UI Automator. Par exemple, ça nous permettrait, si on veut vérifier que quand on sauvegarde une image dans la galerie, que tout se passe bien, ça nous permettrait en gros de faire des tests cross-process. Et enfin, ça serait également d'open sourcer les scripts, parce que comme Sylvain l'a dit, il a écrit toutes les scripts de bash lui-même, et ça serait très intéressant de les open sourcer pour les mettre à disposition de tout le monde et que tout le monde en profite. Donc voilà, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Merci pour votre talk, c'était intéressant de voir comment est-ce que vous gérez les tests. J'ai deux petites questions rapides. La première, c'est à propos de Swarmer, il permet de démarrer des émulateurs Android que vous avez créés au préalable, du coup, j'imagine. Alors, c'est là où c'est intéressant aussi. Je vais pas détailler cette partie-là, mais Swarmer, en fait, il a besoin de points unis. Quand tu génères un AVD, par exemple, sur Android Studio, quand tu vas dans les dossiers un peu planqués d'Android, tu vas trouver un dossier AVD où tu as tous les AVD que tu as déterminés. Et tu as des points unis qui déterminent c'est quoi ton AVD. Et tu as juste ça à embarquer. Donc par exemple, tu veux générer un nouvel émulateur, on va dire une tablette. Tu génères ta tablette sur Android Studio, tu te casses pas la tête, tu vas dans le dossier AVD, tu récupères ton INI, tu l'embarques. D'accord, mais donc à chaque fois qu'on dit démarrer, c'est démarrer du coup des devices qui sont tout neufs. Du coup, ouais. D'accord, ok, d'accord. Alors ça, c'est un point typiquement aujourd'hui. On ne s'est pas encore préoccupé de nettoyer les émulateurs après les tests. Parce que je m'imagine que c'est là où tu vas en venir. Une des évolutions qu'on aimerait faire, nous, c'est justement de les nettoyer, de les remettre à propre, comme ça, après, on n'a plus besoin de payer un émulateur, ça prend quasiment 1 minute sur les 3 minutes qu'on a là. Donc, je paie un émulateur une seule fois sur mon serveur de CI, je le laisse, il fait ton truc. Si demain il y a un problème, je fais juste une petite partie de mon script qui vérifie qu'il y a bel et bien un émulateur avant, sinon, il quitte tout pour être propre et il rejette. Et la deuxième question, c'était de la même façon, j'imagine, c'est un serveur sans GPU, donc en soft rendering au niveau de l'émulateur. Ouais. Typiquement, là j'ai laissé le rendering, sinon c'est quand même moins intéressant visuellement, mais sur mon serveur de CI, j'ai aucun intérêt d'avoir un rendering. Donc dans Swarmer, tu peux passer des émulateurs options comme tu passerais via ADB, par exemple, ou AVD Manager, et donc du coup, tu peux passer le no window, no audio, no skin, et t'as rien du tout. T'as pas de rendu.
Et j'ai une dernière petite question qui vient de s'ajouter. Du coup, avec ce système-là, s'il y a par exemple 2 commits ou 2 pull requests qui arrivent en même temps, Ouais. du coup j'imagine qu'il y a une queue dans le CI pour gérer ces trucs-là. Il n'y a pas moyen genre d'en faire en simultané ou quoi, Alors, ou dans une certaine mesure en tout cas quoi. Alors aujourd'hui, tel qu'on l'utilise, on n'a pas cette problématique parce qu'on ne l'exécute pas sur chaque autobuild, parce qu'on est quand même 7 dans l'équipe, donc si ça s'exécute tout le temps, ça va être sacrément consommateur. Mais on l'utilise juste sur le job de livraison. Avant de mettre à disposition des QA et des product owners, on s'assure que c'est OK de notre côté, on ne leur livre pas quelque chose qui a un problème de base. Si demain on veut pouvoir faire plusieurs livraisons en parallèle, la question va se poser, et encore plus si on est sur ce qu'on appelle l'autobuild chez nous, et à ce moment-là on pourra regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mais typiquement je sais qu'on peut EP 2 trucs sur les sessions différentes, sans trop de problème. Là je ne l'ai pas montré non plus parce qu'on n'a pas le besoin, mais j'aurais très bien pu up, et d'ailleurs c'est une des choses qu'on aimerait bien faire. Un téléphone, une tablette en même temps, on run les mêmes tests pour avoir les 2 configurations et les rapports dans les 2 cas. Ça peut très bien passer dans un cas, pas dans l'autre pour une différence de configuration. Et on peut aussi faire du test sharding. Donc ça peut être intéressant aussi. Si demain j'ai 1000 tests, je ne veux pas attendre 40 minutes, je vais faire du test sharding en upant 3 téléphones, 3 tablettes et c'est parti. D'accord, merci. De rien. Merci. Merci pour votre talk. Est-ce que vous avez essayé de vous synchroniser avec l'équipe iOS pour arriver à mutualiser des tests ou trouver une solution qui fonctionne sur les 2 plateformes? Alors, on a eu cette discussion post-travail chez nous, c'est-à-dire que nous on s'est posé la problématique chez nous déjà. Et une fois qu'on a terminé, mon iOS qui est venu nous voir en nous disant tiens c'est pas mal, est-ce qu'on pourrait en profiter? Je leur ai dit malheureusement, Swarmer on est sur de l'émulateur Android, Composer on est sur de l'orchestration avec des APK Android, donc c'est peu transposable à iOS. Pareil, Barista sur couche d'Espresso Android. C'est pas une solution qu'on peut porter sur iOS a priori. C'est pas dommage, enfin, vous regrettez pas du coup le choix ou vous pensez pas partir sur autre chose apparemment? Pas actuellement, en fait, il faut comprendre de là où on vient. On est dans une situation actuellement où il y a des tests end-to-end, on va dire situation réelle, vrai BDD, vrai serveur, vrai device. On a des tests unitaires, il y avait vraiment une couche qui manquait, donc du coup, comme il n'y avait rien côté iOS, on ne s'est pas posé la question de mettre en commun. Après, ça serait une possibilité, et peut-être que demain, on ne sait pas, on va pouvoir peut-être coder quelque chose qui permettra d'utiliser le même outil, juste en fonction de l'OS, ça pointera sur Swarmer ou sur autre chose. Mais je sais que typiquement l'équipe iOS est en train de se poser la question de leur côté, donc je pense qu'on va sûrement revenir là-dessus. Ouais, l'année prochaine. Ouais, Merci. Bonjour, merci pour ce talk. J'aimerais savoir, est-ce que vous faites de la screen comparaison sur différents livrables? Alors, pas encore, mais j'ai regardé une livre typiquement de Facebook, je sais pas comment ça s'appelle, mais ils ont sorti un truc il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un temps, mais c'est dans ma to-do, et c'est un truc qui sera intéressant à faire, et typiquement, comme on arrive à prendre des screenshots facilement, bah, on pourrait très bien faire du screen comparaison. Merci. En termes de questions, s'il y en a d'autres, il y a un stand Le Bon Coin là-haut. Là, on va s'arrêter là pour les questions. Passer à la session suivante. Mais je vous invite à aller les voir à leur stand si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, merci. Merci.